Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Le Monde ce jour. Le Monde ce jour sur la Dan Broadcasting System qui en réalité éplore ou explore les problématiques africaines, camerounaises mais aussi mondiales. Ce jour, nous recevons une personnalité qui est connue au plan médiatique au Cameroun et d'ailleurs de notoriété mondiale. Il s'agit de l'expert fiscaliste Dr Pierre Alaka-Alaka. Il est question d'essayer d'examiner au cours de cette émission les problématiques ou tout au moins les questions posées par la loi de finances qui est en cours d'adoption à l'Assemblée nationale du Cameroun. Vous allez me dire, l'Assemblée nationale elle-même a été visitée par les flammes. On passera par là. Madame, monsieur, vous nous suivez de partout dans le monde. Rebonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde ce jour. Docteur Pierre Alaka-Alaka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hubert Etondi, merci de m'avoir invité à votre émission. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes un expert fiscaliste connu des médias. D'ailleurs, vous êtes dans la zone CEMAC en principe. Ben oui, bon... Vous avez une autorité dans la zone CEMAC. Ma profession libérale est de par le contenu de celle-ci sur le plan théorique, stratégique et autres. J'exerce dans la zone CEMAC, j'enseigne dans beaucoup de grandes écoles de la zone CEMAC et dans beaucoup d'universités. Je suis donc fiscaliste et je crois qu'à ce titre-là, c'est peut-être pour ça que vous dites que je suis très connu des médias, puisque les médias ont toujours la bienséance de me poser la question lorsqu'ils ne comprennent pas trop bien de quoi il s'agit, peut-être. Et c'est justement pour ça que nous sommes venus. Merci. Alors, on va prendre deux questions d'entrée. D'abord, le Zimbabwe. Il y a une confusion là-bas. Robert Mugabe a été pris de court par l'armée. Aujourd'hui, il a résidence surveillée, les pourparlers se poursuivent. Mais l'une des informations de cette fin de semaine, c'est qu'en réalité, il a donné une fin de non-recevoir sur la possibilité de partir du pouvoir par les émissaires envoyés par le président Jacob Zuma. Ben, c'est une actualité que nous avons suivie dans les médias et dans les réseaux sociaux comme tout le monde. La principale leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que à un certain âge, il faut aller se reposer. Et vous me dites qui donne une fin de non-recevoir, est-il conscient qu'il est en train de donner une fin de non-recevoir? Vous répondez? Je réponds, je dis, c'est plus Robert Mugabe qui parle. À qui parle? Quelqu'un qui n'est plus... Vous, le fiscaliste, vous avez des choses à... Non, c'est quelqu'un qui n'est plus lui-même qui parle en lui. Et il n'est plus en possession de tous ses moyens, il est victime de l'usure du pouvoir et il s'incarne à travers le pays, il croit que le pays c'est pour lui. Et dès cet instant, si jamais ceux qui l'entourent ne lui donnent pas un conseil contraire, et s'ils abondent dans son sens, alors il se croit le Dieu sur terre au Zimbabwe. Et on est dans le regret de penser qu'un grand libérateur, un grand combattant comme Robert Mugabe n'ait pas suivi la voie tracée par Mandela, avec qui d'ailleurs ils se sont retrouvés parfois au maquis. Donc c'est regrettable ce qui peut lui arriver. Pourquoi en est-on arrivé là? Sa femme, il y a des indices que vous pouvez déterminer? Pas moi, mais ce qu'on dit, on dit que sa femme n'y est pas pour rien. Et son entourage, sa belle famille, sa propre famille. Et c'est le drame des chefs d'État qui mettent l'homme au pouvoir. Ils finissent par être encerclés et ils restent pour la fin de leur mandat ou de leur vie et absents de la possession de leurs moyens. Ils n'ont plus la plénitude de leurs moyens. Les indices au niveau de son affection, de l'affection dont la population sont là, l'armée aussi, est-ce qu'on peut s'imaginer de ce qu'ils reviennent de ces positions? Il sera certainement contraint et obligé dans son intérêt. Parce que à un certain âge, on a peur de mourir. Et quand on va lui brandir la mort, il va signer, il va faire la déclaration dont on doit attendre de lui, je crois. Mais au fond, il ne faut jamais qu'on se retrouve dans cette position quand on a eu la plénitude du pouvoir.
vaut mieux partir avant. Pourquoi ça arrive en Afrique constamment? Ça arrive en Afrique parce que la démocratie africaine, elle est théocratique. C'est pas mon domaine, mais je le pense. Puisque chez nous, nos chefs ne quittent le pouvoir que lorsqu'ils sont décidés. Donc ça se transforme au niveau de l'État, alors que l'État, dit-on, est moderne. Ça se transforme à ce niveau. Il y a donc un glissement à ce niveau. Et celui qui est élu croit que tant qu'il vit, il doit gouverner. Même s'il ne peut pas gouverner, il doit régner. Et je crois que c'est ça la grande difficulté que nous avons. Un drame qu'il va falloir résoudre et trouver des solutions. Il faut trouver des solutions très rapidement à cette situation. C'est un drame en réalité pour l'Afrique. Merci. Alors, on rentre au Cameroun. L'Assemblée nationale, ça va faire beaucoup de choux gras, mais on vous prend en premier aujourd'hui. Et elle a enfumé. Oui, mais écoutez, 4 niveaux. D'abord, où étaient les sapeurs-pompiers? Est-ce que le système d'intervention à ce niveau a fonctionné? Maintenant, ça c'est sur le plan externe. Maintenant, sur le plan intérieur, si jamais on n'a pas pris soin de protéger par la voie numérique les documents qu'il y avait à l'Assemblée nationale, c'est que toute l'histoire parlementaire du Cameroun est partie en feu. C'est possible? Je ne sais pas. Peut-être que les gens qui sont à l'Assemblée nationale, n'étant pas les gens d'aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas pris cette précaution. Qu'est-ce que vous entendez par les gens d'aujourd'hui? Ils n'ont pas trouvé les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce sont ces nouvelles technologies qui les ont trouvées. Est-ce qu'ils se sont agrippés? Bon, ils en ont fait des usages assez conséquents. Est-ce qu'ils en ont fait des usages assez conséquents de cette nouvelle technologie pour sauvegarder tout ce qu'on avait comme histoire parlementaire? Ce que vous dites là, ça devient une affaire à suivre. J'en doute. Pourtant, ce n'est pas les budgets qui ont manqué. Voilà. Et donc, le problème du Cameroun, c'est aussi celui-là. Voilà. Ça rime par l'évolution de la société. On ne s'adapte pas tout de suite. On est toujours en retard. Et on suit le terrain, on suit le train qui a quitté la gare, croyant nous rattraper. Mais on ne rattrape jamais un train qui quitte la gare. Merci. Car on est en retard. Nous, on va rattraper peut-être le contrôle des procédures, les procédures de contrôle en matière fiscale dans l'espace OHADA. On doit aussi dire que vous êtes très productif en termes... Comment vous faites? Vous êtes enseignant, vous êtes responsable d'un cabinet, vous avez des études à gauche, à droite, vous écrivez aussi? Il suffit de s'organiser. Je suis là, mon 5e ouvrage, après fiscalité et comptabilité, le système d'évaluation des impôts et taxes selon le système OHADA, que j'avais publié avec Badifo Raymond. J'ai publié après l'impôt au Cameroun. Ensuite, j'ai publié la gouvernance fiscale. Maintenant, je viens de publier en 2017 deux ouvrages, dont fiscalité africaine, et puis celui que vous venez d'indiquer tout à l'heure, les procédures de contrôle en matière fiscale dans l'espace OHADA. Arrêtons-nous en fiscalité africaine un instant, administration et recouvrement de l'impôt au Cameroun. Quand j'ai parcouru de manière transversale, il semble que la faillite des États africains, vous le dites, c'est vous qui le dites. Hein? Oui, la faillite des États africains est d'abord fiscale, parce que l'impôt est le maillon essentiel de la puissance et de l'indépendance des nations. Si un État ne se développe pas par le fruit de son impôt, c'est que c'est un État en retard. Un peu comme celui qui rate le train. Donc il va avoir recours à la dette. Et quand il va avoir recours à la dette, il va avoir recours au FMI, à la Banque mondiale. Naturellement, le Cameroun est un État en retard. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays, sont des États en retard. Voilà, sont des États en retard. Pourtant, la dette et qui partent au Fonds monétaire international. Oui, c'est-à-dire que qui n'utilisent pas le fruit de leur impôt, qui ont une fiscalité tatillonne, une fiscalité approximative. Pourtant, ce n'est pas le dispositif qui manque, mais il y a un problème. Vous parcourez tout le système. Quel est le problème? Le problème est institutionnel. Ah. Oui, le problème est institutionnel. Et le problème, il est institutionnel parce qu'à partir des institutions, on observe des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements sont des tares créés par l'homme. Dès cet instant... Des tares créés par l'homme. Oui, des tares créés par l'homme. Dès cet instant, on se trouve dans une situation où nous avons un système fiscal hybride
dont on ne sait pas d'où on part et où on va, et qui s'arriment au gré des situations, qu'elles soient conjoncturelles ou structurelles, et surtout qu'elles s'arriment non pas seulement au gré des conjonctures ou des structures, mais beaucoup plus parce qu'il y a la main des étrangers à travers le FMI et la Banque mondiale qui nous dictent leurs lois, alors même que ces gens sont en dehors de notre psychosociologie fiscale, qui est l'élément moteur fondamental de la compréhension et de la mise en chantier d'un système fiscal. Mais on a vu d'autres peuples dans le monde rejeter le Fonds monétaire international. Oui, mais parce que ces pays, ces peuples-là, oui, ces peuples-là ont compris que si vous suivez à la lettre les institutions du FMI en ce qu'elles vous disent, eh bien, vous êtes perdus. Parce que c'est des gens qui vous disent exactement le contraire de ce que vous devez faire. Ah, c'est une mission, un dessein? C'est une mission en Afrique. Ne leur dites pas, ne leur montrez pas la bonne voie. Montrez-leur la bonne voie, mais mettez des pièges. Ils ne s'en sortiront jamais. Ils vont accepter la forme, mais ils ne verront pas le fond. C'est pour ça que les prescriptions du FMI sont à barrer au big rouge. Voilà. Il ne faut pas suivre ces gens. C'est démontré, et je l'ai écrit. Tous les pays qui ont suivi à la lettre les prescriptions du FMI se sont retrouvés en faillite. Tous les pays. En revanche, tous les pays qui ont fait semblant de respecter les prescriptions du FMI et qui ont appliqué ce qu'ils entendaient mettre en œuvre dans l'intérêt de leur peuple, ces pays ont trouvé la voie. C'est les dragons. C'est les grands dragons des pays asiatiques, certains pays africains. Même si quand vous refusez de suivre leurs prescriptions, ils vous tiennent par la dette, au mauvais côté, par la dette, et ils vous obligent à le faire. Mais là, il faut des gens courageux. Il faut des hommes patriotes, des panafricanistes, des gens qui aiment notre continent. Mugabe a quand même été un instant dans cette sphère-là pour avoir arraché toutes les terres, presque toutes les terres. Ben, Mugabe a été... C'est pour ça que je regrette ce qui lui arrive. Parce que quand on a fait du bien pour son peuple, comme Mugabe, il s'est battu pour que le système d'apartheid qui régnait dans cette zone-là, jusqu'en Afrique, jusqu'au Cap, s'achève. Aujourd'hui, il a redistribué les terres qui n'étaient que la panacée des Blancs. Il a donné à chacun ce qui devait lui revenir pour qu'il puisse vivre. Il a fait du Zimbabwe un pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Et il a fait du Zimbabwe un pays respecté grâce à sa grande gueule. Eh bien, ce n'est pas le sort qui doit lui être réservé. Sinon, ces détracteurs étrangers vont bien se gosser entre deux coupes de champagne. Merci. Alors, on prend le second ouvrage, les procédures de contrôle en matière fiscale dans l'espace Ouada. Alors, cet ouvrage, c'est une espèce de syllabaire. C'est une espèce de Bible du contrôle fiscal. Vous savez, nous sommes dans un système déclaratif. Ouais. Et le système déclaratif voudrait que le contribuable lui-même fasse ses déclarations, liquide son impôt, le déclare et le paye. Quitte à ce que plus tard, dans l'exercice du droit de reprise, l'administration revienne sur les 4 dernières années pour rechercher si les déclarations avaient été probantes. Dans ce retour de l'administration, il y a souvent des abus. Ce retour de l'administration est légiféré, réglementé. Il y a des procédures. Il y a souvent des abus. Malheureusement, malgré tout ça, il y a des abus. Cet ouvrage a pour but de dire à la fois aux inspecteurs des impôts, aux contribuables, aux étudiants et à tous les gens qui manient l'impôt au quotidien, le but c'est de leur dire, voilà ce qui doit être fait. Si ça n'est pas fait, vous avez avec vous le juge qui pourra annuler in fine les redressements que l'administration pourrait mettre en place. Voilà. Maintenant, on aborde une question fondamentale. La loi de finances 2018, qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, l'avant-projet a suscité beaucoup de débats. L'avant-projet a suscité naturellement beaucoup de débats parce que toutes les organisations
qui existent au Cameroun, confessionnelles, les organisations professionnelles, toutes les organisations, si vous voulez, le JICAM, ECAM, la Chambre de commerce, le Syndustrie-CAM, l'ONECA, les conseils fiscaux, les experts comptables, la société civile, les administrations, il y a eu des concertations. Ça a donné lieu à un avant-projet. Mais malheureusement, au niveau du projet, les constatations faites et retenues au niveau de l'avant-projet n'ont pas été retenues. Il y a eu dol. Il y a eu dol. Parce que le projet que nous avons aujourd'hui n'est pas le résultat des concertations préalables. Ce qu'on dit est grave, assez grave. Non, c'est pas grave. C'est le problème de l'administration. Vous savez, les administrateurs civils, ils savent tout. Hein? Et on n'a rien à leur dire. Hein? Ils font ça, c'est parce que c'est la forme. Parce que c'est le FMI et la Banque mondiale qui leur indiquent cette voie. Il faut quand même discuter. La concertation avec les acteurs nationaux des différents secteurs. Les résultats de cette concertation n'ont pas été pris en compte dans le projet final qui est déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, le projet dont nous sommes sur la face du monde, l'État du Cameroun nous regarde, tous les acteurs nous regardent. Si les acteurs qui sont potentiellement des contribuables ne se retrouvent pas dans un projet, on va où? On va vers deux voies. Vu de l'administration, on va vers le terrorisme fiscal. Ah, le terrorisme fiscal. Bien sûr. Du côté des contribuables, on va vers, si vous voulez, la délinquance fiscale. Donc on va avoir de deux côtés, et des terroristes et des délinquants. Vous dites des choses assez graves qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas constituer, qui ne peuvent pas en fait fonctionner dans la construction positive d'une nation. Vous avez donc compris que si vous avez d'un côté des terroristes et de l'autre des délinquants, rien ne va marcher. L'économie va prendre un coup, et ici, c'est l'économie camerounaise qui va prendre un coup, parce que les PME, c'est le tissu fondamental de l'économie d'un État. Ouais. Parce que les grandes entreprises, c'est des multinationales. Ça ne marche pas au Cameroun. Les multinationales s'en vont, ça plie bagage, ça rentre chez eux. Mais nos PME, ça va être la foutaise. Nos simples contribuables, sur le plan social, ça va être la foutaise. Et je crois, vous avez des dispositions comme la taxe foncière qui impliquent beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Ça va créer des troubles. On va revenir tout à l'heure en profondeur. Oui. Sur le plan contentieux, vous allez voir que l'administration devient toute puissante si jamais une telle mesure passe. Sur le plan pétrolier et sur les autres plans, vous allez vous rendre compte qu'on redistribue le gâteau qu'on a commencé à distribuer depuis 2-3 ans. Comment ça on redistribue le gâteau? Mais attendez, ça un peu plus clair, précis. Écoutez, vous êtes fiscaliste, bien sûr. Vous fonctionnez avec les chiffres. Quand vous parlez de gâteau, j'essaie de regarder votre livre avec la croissance ici. J'ai envie de voir les parts de gâteau. Absolument. Alors, on a commencé par confier le recouvrement de l'impôt au Cameroun aux banques. C'est un gâteau qu'on a donné aux banques parce que les banques prélèvent de l'argent pour payer l'impôt. Oui. Voilà. Vous voulez aller payer votre impôt, vous payez parce que vous allez payer votre impôt. Ça n'existe nulle part. Ah, vous payez parce que vous allez payer votre impôt. Vous payez pour aller payer votre impôt. Vous payez à la banque. Vous payez 100 000 francs d'impôt, la banque vous retient, disons, 3-4 000. Vous avez payé 104 000 ou 200 000. C'est une gymnastique terrible. Ben voilà, voilà le premier gâteau. Alors les autres... Ah, c'est un gâteau qui a été concédé aux banques. Aux banques, voilà le premier gâteau concédé aux banques. Ensuite aux assureurs, avec la vignette automobile. D'accord? Après, on a créé et on a concédé un autre petit gâteau avec le paiement par mobile money aux compagnies de téléphonie mobile. Je crois qu'une compagnie de transfert d'argent camerounais est arrivée là-bas par hasard. Je ne ferai pas de publicité dans votre chaîne. Et cette année, on veut donner la part du gâteau aussi des marketeurs. Et lorsque vous regardez, les marketeurs, c'est des gens qui nous vendent le carburant à la pompe. On y reviendra si vous avez du temps. Ce gâteau qu'on distribue ainsi à volo montre la fébrilité de notre système fiscal. En ce moment-là, que restera-t-il au Cameroun? Que restera-t-il à l'administration fiscale comme travail? Voilà.
Et vous comprenez mon inquiétude. Je verrai moi les choses autrement. On peut faire mieux que ça. C'est-à-dire que vous avez en charge le recouvrement de l'impôt dans un pays. Vous avez ça, le recouvrement ici s'entend comme toutes les opérations d'assiette, de contrôle, de recouvrement de contentieux, ainsi de suite. Et maintenant au niveau du contentieux, vous enlevez le pouvoir du juge, vous récupérez les pouvoirs du juge. On va y arriver. À ce moment-là, j'ai la certitude, moi, fiscaliste, pour dire que ce système fiscal-là, il ne vise pas l'enrichissement du Cameroun, il ne vise pas la recherche de l'équilibre financier de l'État, mais il vise plutôt autre chose. Il y a tout un agenda derrière cette manière de fonctionner. On va aller vers cet agenda. On va essayer de décrypter cet agenda parce que c'est de ça dont il est question. Alors, on commence par cette affaire d'Eneo, Eneo qui doit recouvrer la taxe foncière. Vous savez, la taxe foncière est un impôt local qui est assis sur la valeur des terrains non bâtis et la valeur des terrains bâtis à 0,1%. Cet impôt recouvré est distribué entre l'État et les collectivités territoriales, dont les communes. Les communes, oui. Cet impôt n'a jamais véritablement été recouvré au Cameroun. Et pour cause. C'est vous qui le dites. Je l'affirme, je ne le dis pas, je l'affirme. Et pour cause, parce que ce n'est pas vous et moi, M. Hubert Etundi, qui avons des propriétés bâties et non bâties. C'est qui? Ben, c'est ceux qui ont l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font pour que ce ne soit pas recouvré? D'abord, qui a l'argent, c'est les fonctionnaires. Et les hauts fonctionnaires, c'est eux qui ont l'argent. Ils sont plus riches. Ils sont plus riches que les hommes d'affaires au Cameroun. Vous le dites. Fiscaliste. C'est connu. C'est connu. Donc, c'est les fonctionnaires qui sont plus riches au Cameroun. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé de mettre dans les précédentes lois de finances des bonnes modalités pour payer l'impôt. Maintenant, le FMI arrive et dit, voilà une niche fiscale. Qu'est-ce que vous en faites? Si vous êtes incapable, confiez ça à Eneo, où tous les Camerounais presque en ville, parce que c'est une taxe qui est recouvrée en ville, oui, ont l'énergie électrique chez eux. Confiez-leur ça, ils vont recouvrer en même temps que les factures d'électricité. Premier obstacle, première difficulté, premier souci. Avec Eneo? Avec Eneo, c'est que désormais, on va payer en même temps les consommations de l'énergie électrique avec la taxe foncière par 12e. La taxe foncière va être mensualisée. Ouais. Ça signifie donc que si vous contestez le paiement de la taxe foncière parce que vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes que locataire, et vous devez aller le justifier. Entre le temps où vous voulez justifier, si vous n'avez pas payé d'abord, vous n'allez pas avoir l'énergie électrique, même si vous avez les moyens de payer votre consommation de l'énergie électrique. On vous dira les deux sont payés ensemble. Vous voyez comment socialement, on met l'impôt avec autre chose. Ce qui dénote complètement avec la technique fiscale. Avec la théorie de l'impôt, ça ne marche pas. Ça n'existe nulle part. Quand on vous demande de payer une créance d'une entreprise publique en même temps que les impôts. Par quelle gymnastique c'est arrivé là? C'est une obligation du FMI. Ah, une obligation? Une obligation du FMI. Et en acceptant cette obligation, in extenso, ils savent très bien que ça ne va pas marcher. On n'aura pas la plénitude du recouvrement de cette taxe foncière. Ça ne marchera pas. Mais il y a, moi, bon, vous êtes fiscaliste, ça c'est une chose, mais moi je vois quand même l'épargne de souveraineté et même de la vie privée des Camerounais et d'un fichier qui peut être constitué à l'attention d'une société privée. Pas de souveraineté, non, parce que Eneo n'est plus une société camerounaise. Je dis, ça dit un pan de souveraineté, la taxe foncière, qui va donc être gérée par Eneo. Absolument, je comprends. Parce que vous voulez me dire, et vous avez parfaitement raison, que la souveraineté fiscale va être balayée d'un revers de la main. Absolument. Comment? Vous avez raison. Oui. Et parce que vous avez raison, Eneo n'a pas, au regard de la constitution financière
issus de l'ordonnance de 62 qui a été modifiée en 2007 maladroitement par un certain Essimi Beignet qui a été le plus piètre ministre des Finances que le Cameroun ait connu. Qui a fui et réfugié aux États-Unis. Qui a fui et s'est réfugié aux États-Unis. On comprend qu'il n'était pas camerounais. Voilà. On comprend qu'il n'était pas camerounais. Il a donc maladroitement modifié notre constitution financière. Cette constitution financière dit que ne manie les deniers publics. Le maniement des deniers publics est réservé au trésor public, aux fonctionnaires du trésor public assermentés. Ou alors aux correspondants du trésor. Oui. Et les correspondants du trésor, c'est les agents comptables des universités, des entreprises publiques, des communautés urbaines et j'en passe. Voilà des gens qui sont autorisés à manipuler les deniers publics. Maintenant, les assureurs manipulent les deniers publics. Les banquiers manipulent les deniers publics. Les opérateurs de téléphonie mobile manipulent les deniers publics. Eneyo maintenant va commencer à manipuler les deniers publics. Une société privatisée et dont le fond, on est parti de AESonel. Une société étrangère. On est parti de la Sonel. De la Sonel, oui. On est allé à AES. Puis AES Sonel. Qui a foiré. Qui a foiré. On est allé à Actis. D'Actis, on est arrivé à Eneyo sans transition. Ouais. Et voilà une entreprise qui peut changer de main, qui va se retrouver en train de recouvrer une taxe foncière, alors que Eneyo même ne maîtrise pas son fichier. Vous avez l'impression que le chef de l'État de ce pays est au parfum des situations comme celle-là? Non, mais écoutez, pour être au parfum d'une situation, il faut coordonner l'action gouvernementale. Et à ma connaissance, à ce jour, c'est le seul Premier ministre qui coordonne, je me fie à la CRTV, qui coordonne l'action gouvernementale. La CRTV, depuis un certain nombre d'années, ne m'a pas dit, et je n'ai pas suivi, Dieu seul sait que je l'écoute, qu'il y a eu un conseil ministériel. C'est donc dans le cadre des conseils ministériels si vous voulez, qu'on évalue le travail gouvernemental. Alors, s'il n'y a pas de conseil des ministres, et je réponds maintenant à votre question, présidé par le président de la République, c'est pas sûr qu'il est au courant de ces questions. On va vers... Tel qu'on les lui présente, on ne lui présente pas cette situation avec toutes les données possibles. Dans cette affaire, on va vers où? Dites-nous la vérité. Vers l'abîme. Vers l'abîme. On va vers l'abîme fiscal. C'est-à-dire que c'est un agenda qui voudrait que le Cameroun soit entre les mains de l'étranger. Tous les pans de l'économie camerounaise soient entre les mains de l'étranger. Et vous savez, la fiscalité est le premier élément de l'économie. Le recouvrement de l'impôt n'étant plus une question de souveraineté nationale, va devenir une question de multisouveraineté. Ça dénote avec les principes fiscaux que nous connaissons. Dès lors, chacun pourra faire de l'impôt du Cameroun ce qu'il veut. Est-ce que la question que vous voulez certainement me poser, est-ce que tout ça a été fait gratuitement? Non. À qui profite le crime? C'est la vraie question. Voilà, à qui profite le crime? Mais le crime profite à deux personnes. Première personne? Première personne, ceux qui ont un agenda de déstabilisation économique de ce pays. Vous savez que quand on a déstabilisé un pays économiquement, on le déstabilise politiquement. Oui. C'est une règle. C'est une règle. La France nous a déstabilisés avec le CFA. Ben, naturellement, politiquement, on est faible. On est faible, c'est connu. Et vous, Hubert Etondi, je vous ai suivi plusieurs fois, vous partagez ce point de vue. Naturellement. Et rentrer au Cameroun maintenant sans aucune monnaie à nous, pour pouvoir mettre en place des politiques monétaires efficaces et qui vont drainer des flux financiers pour notre économie, on nous amène dans une histoire où des personnes qui ne sont ni le trésor public, ni les correspondants du trésor se mettent à recouvrer au nom de l'État ces impôts. C'est donc une affaire dangereuse. C'est une affaire très dangereuse. Très dangereuse. Je vais vous dire ce qui aurait pu être fait. Proposition de solution. Le Cameroun a pendant longtemps, moi dans ma tendre jeunesse, quand on allait au trésor, dans les perceptions et partout, c'était grouillant de monde. Parce qu'il y avait une activité économique et financière importante dans nos perceptions. Aujourd'hui, on a décapité les perceptions. Allez à Bonanjo, allez dans n'importe quelle perception, ou dans n'importe quel trésor ou recette des finances, c'est vide. Vous allez trouver une jeune dame là qui dort. Elle n'a plus rien à faire. On a tué le trésor public, qui aurait dû être une banque, qui aurait dû recouvrer les impôts de l'État directement en faisant des opérations de banque, qui aurait payé les salaires des fonctionnaires
avec des chéquiers, et avec l'argent qui sort du mur, pour parler comme au Tchama, Oui, voilà. Et ça se fait ailleurs. Juste avec, voilà. Ça, c'est la première oui. institution financière qu'on a décapitée, Oui. qui aurait dû faire tout ça là. La deuxième institution financière qu'on a décapitée, c'est la Poste. Ah oui. Moi, toujours dans ma tendre enfance, quand j'étais à l'université, j'avais ouvert un compte à la Poste de Ngouakele. Avec, j'avais au moment où la Poste se désagrège, peut-être 90 000. Je ne sais pas ce que cet argent est devenu, ça fait peut-être 20 ans aujourd'hui. Quand je passe là-bas, il n'y a personne pour me répondre. Nous sommes comme ça nombreux. La Poste, qui est une banque ailleurs, aurait pu être le second élément, la seconde institution qui peut suppléer aux carences du trésor public. Parce que par trésor public, il faut entendre une banque. Pas le cachot et les coffres forts logés au ministère des Finances. Non. Non. Ces deux institutions-là auraient pu donner au Cameroun une embellie financière telle que les entreprises publiques, les établissements publics administratifs, les mairies, tout ça, qui ouvrent des comptes, l'État lui-même, qui ouvre des comptes dans des banques commerciales, ce qui est interdit et qui ne se voit nulle part ailleurs, eh bien, ces gens auraient eu des comptes au trésor public. Qui aurait alimenté le trésor public. Qui aurait alimenté maintenant le trésor de l'État. Oui, le trésor de l'État, tout à fait. Voilà, le trésor de l'État. Et là, on n'aurait jamais de problème de liquidité. L'État ne serait jamais en situation d'absence de liquidité. Le budget d'investissement public devrait être financé parce que l'État, à tout moment, reçoit l'épargne des citoyens. La Poste, à tout moment, reçoit l'épargne des citoyens. L'État peut, avec une bonne gestion, bien entendu, pas la gestion que nous voyons aujourd'hui qui est chaotique. J'ai dit bonne gestion. Voilà. L'État a les moyens de mettre à jour ses finances publiques, de prendre aujourd'hui, de remettre demain quand ses impôts arrivent, parce que le trésor public et le trésor de l'État seront distincts. Alors, la Poste viendra s'ajouter à ça. Et les banques commerciales allaient absolument développer l'économie en octroyant des crédits aux petites et moyennes entreprises. Pourquoi elles ne le font pas aujourd'hui? Parce qu'elles ont des gâteaux qu'on leur donne. Ah oui, se servent de ces gâteaux en oubliant de... Oui, mais elles se servent de ces gâteaux, ça fait leur chiffre. Ils n'ont plus besoin des intérêts que pourraient payer les PME face aux crédits qu'ils auraient contractés. Donc on rend surliquide les banques. Surliquide, non pas au niveau des dépôts, mais surliquide au niveau de leur propre chiffre d'affaires. Donc on leur donne gratuitement de l'argent. Alors qu'on devait plutôt les affaiblir financièrement pour qu'elles puissent travailler elles-mêmes leur propre argent. C'est pour ça qu'elles sont là, c'est des banques commerciales. Malheureusement, c'est l'État qui est encore le propre criminel de sa propre économie. Mais c'est le peuple qui en pâtit. Donc, pour revenir à cette affaire des néos qui va désormais recouvrir les impôts, je peux vous assurer qu'on aurait pu faire mieux. Et il n'y avait qu'à mettre un fichier étatique du crédit foncier, à informatiser la gestion du crédit foncier. Première chose. Deuxième chose, à rendre ça public. Parce que ça éviterait déjà les doubles titres fonciers que nous observons dans nos tribunaux tous les jours. Des propriétaires terriens, des propriétaires qui, pour le même terrain, vendent 2 à 3, 4, 5 personnes. Oui. Avec l'information du titre foncier, ce n'est plus possible parce que pour un terrain X numéroté tant dans le cadastre, si vous voulez me le vendre, moi-même je pianote, je vais sur Internet dans le site, je regarde et dis non, ce terrain est déjà vendu, voilà son titre foncier. Je ne pourrai pas l'acheter et ce brigand ne pourra pas bénéficier de mon argent gratuitement en attendant d'aller donner une partie aux magistrats qui vont le blanchir. C'est courant tous les jours. Voilà un des éléments. L'autre élément, c'est que après avoir informatisé le titre foncier, on met en place le cadastre fiscal. Ouais. On donne le cadastre fiscal. Le cadastre fiscal. On donne des rues, des numéros de maison, et la personne ne peut plus. Regardez les numéros de rue qu'on donne. Rue 1812, barre 24. Vous pouvez retenir ça? Quand vous allez à l'étranger, chez les autres, vous dites 79 boulevard Jourdan, Paris 14e. Point. Vous arrivez à l'aéroport, vous donnez l'adresse. Le cas vous l'êtes là, il dit voilà là où vous allez. Vous êtes arrivé. Mais chez nous,
Quand votre maman vient vous rendre visite... Rue combien? Chez nous, il n'y a pas de rue. Chez nous, non, vous avez dit on donne... Je donne un exemple, 74, boulevard Jourdan. Ou bien... Non, au Cameroun... Alors, au Cameroun, rue 1892, bar 18, par exemple. Comment vous pouvez retenir une telle rue? Ça n'existe nulle part dans la tête d'aucun taximan. Il dit, je ne connais même pas où vous allez. Hein? Même si vous dites, voilà 5e, il faudra que la rue 1812, bar c'est où? Ça n'existe pas. Donc on fait ce travail. Ça va peut-être prendre du temps parce que depuis les indépendants, on n'a pas recouvré cette taxe. Oui. On s'y met pour la maîtriser définitivement. Ça peut prendre 1-2 ans, pas plus. Je vous rappelle que j'ai fait le cadastre fiscal de ce pays il y a 12-13 ans. Oui. Pour les villes de Konsamba, Edea, Mbalmayo, Bafia, j'en passe. C'est mon cabinet qui a fait ça. Jusqu'à cette année-là, l'administration fiscale sait qu'il y a quoi dans ces villes. Ayant donc constaté que ceux qui ont tout ce qu'il y a dans ces villes, ce n'est pas vous et moi, M. Hubert Etondi. Oui. On a classé le dossier. Ah, volontairement. C'est pour ça que je vous ai dit au départ qu'il n'y a pas une volonté de recouvrer cette taxe en donnant ça à Eneo. Donc, on aurait Qui est donc responsable de ce crime? L'État. Ah, l'État. L'État, parce que l'État ne fait rien. Aujourd'hui, nous décrions ça, mais ça va passer. L'État, c'est qui? L'État, pour le cas d'espèce, c'est le gouvernement et le Parlement. Et leur administration fiscale. Voilà l'État. Pour ce cas-ci. Mais on doit quand même mettre l'État et le gouvernement face à leurs responsabilités. Et on n'a pas les moyens de le faire, sinon que par le bulletin de l'urne. C'est-à-dire que par l'élection, il faut les dégager, c'est tout. Quand ça ne va pas, on dégage. On va quand même laisser cette affaire de politique... Oui, justement, c'est vous qui m'y poussez. Moi, je vous réponds. Bon, on revient... Maintenant, le deuxième volet, le contentieux. Alors, le contentieux, il n'y a rien de pire dans ce projet de loi de finances que les données contentieuses. La première chose, à la lecture de ce projet de loi de finances, ce projet de loi de finances confirme l'inertie de l'administration fiscale, confirme la paresse de l'administration fiscale. Inertie, paresse. Inertie et paresse. Vous avez une multitude de dispositions qui dit si vous saisissez telle autorité, si dans un délai de tel jour l'autorité n'a pas répondu, sachez que cette autorité a rejeté. Mais c'est la paresse. Vous avez comme ça plein de dispositions. C'est la paresse et l'inertie. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas répondre aux contribuables? Ne serait-ce que par simple respect. Hein? Du client de l'administration, du partenaire de l'administration. Mais l'administration fiscale camerounaise est informatisée aujourd'hui. Ouais. On peut informatiser le contentieux, les réponses aux contribuables. Pour l'instant, il n'est pas informatisé. Je crois qu'il est informatisé, c'est pour ça que je parle de paresse et d'inertie. Ah oui. Voilà. Je parle de paresse et d'inertie. Ça, c'est la première chose. Ouais. Qu'il faut décrier ici et toiletter tout ça. Obliger l'administration fiscale à répondre aux contribuables, ne serait-ce que parce que c'est un partenaire. Ne serait-ce que par le fait que c'est le contribuable qui nourrit l'État. Mais répondez-lui. Ce gars qui dit que votre impôt là est injuste, voilà pourquoi cet impôt est injuste. Répondez-lui. Ne dites pas que si je n'ai pas répondu, c'est que j'ai rejeté. Oui. Deuxième chose, l'administration fiscale veut récupérer le rôle du juge dans le contentieux fiscal. Le rôle du juge. L'administration fiscale veut effacer complètement le juge en matière fiscale au Cameroun. Notamment en matière contentieuse. Alors, vous avez deux articles. L'article L129 qui traite de la saisine du juge administratif, entre autres, des modalités de saisine du juge administratif. L'article L133, et ils ont ajouté un article L133 bis. Que disent ces articles-là? Le L129 dit que lorsque vous saisissez le ministre des Finances, il n'est pas obligé de vous répondre. Si après 2 mois il ne vous a pas répondu, eh bien, vous allez chez le juge. Okay. Maintenant, l'autre alinéa, si vous allez chez le juge, vous n'allez plus faire comme hier, parce que hier, vous allez chez le juge avec 2 requêtes. Vous demandez au juge de renouveler votre sursis de paiement que le ministre des Finances vous avez déjà donné en son temps, ou pas, ça dépend. Et deuxièmement, vous saisissez le juge d'une seconde requête au fond, quant à l'annulation de l'AMR contestée. Donc l'avis de mise à recouvrement que vous contestez, qui contient les impôts, en tout genre.
C'est ça qui était avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit maintenant, à partir de 2018, vous allez adresser votre requête en demande de suscit de paiement au ministre des Finances. N'envoyez plus ça au juge. Et maintenant, vous envoyez votre requête au fond chez le juge. Ah, le ministre devient juge? Le ministre devient juge et parti. Ah, juge ça veut et dire parti. que si et cette disposition continue, si après 2 mois, non, si après 30 jours, le ministre des Finances n'a pas répondu à votre demande de suscit de paiement, ça veut dire que votre demande de suscit de paiement est rejetée. Vous vous trouvez dans une situation où le juge étudie votre dossier et le ministre des Finances a rejeté votre sursis de paiement de manière implicite et les agents de recouvrement continuent à vous poursuivre, ferment votre établissement, bloquent vos comptes bancaires alors que votre dossier est chez le juge. Demain, quand le juge vous donne raison, comment on fait? Avec tous les désagréments que vous aurez connus. Peut-être même vous aurez déjà fermé les portes. Ça, c'est le L129. Le L133 donne des injonctions au juge. Des injonctions au juge. Des injonctions au juge. Or, il y a un principe qui dit que le juge ne donne, l'administration ne donne pas des injonctions au juge. Et M. Chiroma nous avait très bien dit, lorsque vous, les journalistes, vous lui avez demandé pourquoi les procédures à être vidées, M. Chiroma avait répondu, le temps de la justice n'est pas le temps du journaliste. Eh bien, moi je leur dis aujourd'hui, le temps de la justice n'est pas le temps de l'impôt. Le temps de la justice n'est pas le temps de l'impôt. Bien entendu. Et le même L133 bis maintenant dit que si le parquet général n'a pas instruit le dossier dans un délai de 2 mois, le juge au fond doit se prononcer. Mais bon Dieu, vous savez, quand votre affaire est au tribunal, il y a le ministère public, ça s'appelle le parquet général. Ils instruisent le dossier pour donner leur manière de comprendre au juge, la voie pour proposer au juge sa décision. Mais on dit que s'il n'a pas fait ce travail dans 2 mois, il y a combien de juges? Imaginez combien de contentieux puisqu'il y a. Combien de juges? Face à ce que j'ai appelé tout à l'heure le terrorisme fiscal, combien il va en avoir? Ils sont peu. Ça veut dire que le ministre des Finances veut tuer notre économie, veut tuer les PME. Pour une raison simple, j'assume. Mais quand vous dites le ministre des Finances... Je dis le ministre des Finances parce qu'il a laissé passer une telle mesure. Ah. Je continue. Le Premier ministre veut tuer notre économie parce que ce projet est passé par le Premier ministère. Le président de la République veut tuer notre économie à son insu parce que ce projet est passé à la présidence de la République. Comment on a pu laisser passer tout ça? Alors, le ministre des Finances, dans cette posture, dispose maintenant du pouvoir judiciaire, qui est constitutionnellement reconnu au seul président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, ès-qualité. Alors, le président de la République, lui-même, à qui la Constitution reconnaît ce pouvoir d'interférer dans le rôle du juge, la Constitution lui reconnaît ce pouvoir a posteriori. C'est-à-dire qu'en lui donnant le droit de grâce, le juge décide d'abord, le juge tranche, et le président de la République peut être saisi. Là maintenant, le ministre des Finances nous dit dans ce projet de loi de finances que lui doit être saisi avant que le juge ne tranche. Oui. Et avant même que le juge n'ait tranché, lui peut demander la poursuite du recouvrement de l'impôt. Compétence du juge. Aucune compétence. Ah, pardon? Je n'ai pas suivi. La compétence du juge pour pouvoir trancher. Il n'a aucune compétence du juge. Justement, il veut interférer alors qu'il n'a pas ce pouvoir constitutionnellement. C'est là où je regrette l'absence d'une cour constitutionnelle. Nous jouons maintenant le rôle de conseil constitutionnel. Oui. Parce que ce rôle, il y a une institution qui est prévue pour ça. Ça ne serait jamais passé. Mais alors, jamais de jamais. Mais là, ça va passer. Déjà, l'Assemblée a pris feu. On va dire que bon, tout ce qu'on a donné là, ça passe. On ne va même pas examiner au fond. Est-ce que ce n'est pas ça le complot d'ailleurs? Hein? Pour qu'on n'examine pas au fond ces dossiers. Vous trouvez ça léger, mais il y a des grands enjeux financiers dans cette affaire. Il y a de gros intérêts dans cette affaire. On ne trouve pas léger. Avec cette loi de finances contestée dans son projet avant adoption, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Alors, au plan du contentieux, quelles sont les solutions, docteur Pierre Arara? Mais au plan du contentieux... De toute façon, on voit ministre des Finances. Hein, non, je peux tel pas. Que vous parlez. Non, monsieur Hubert Etoli, non, soyons sérieux, je n'appartiens pas à leur groupe. C'est-à-dire, il y a un groupe pour être ministre. Vous voulez prendre à ma bouche, comme on dit au quartier? Oui. Ben, je vous le dis, il y a un groupe pour être ministre au Cameroun. Moi, je lis ça dans la lettre du continent.
Quand la lettre du continent dit il y a un gouvernement qui a été... Il y a un nouveau gouvernement au Mali, Premier ministre un tel franc-maçon, ministre de temps un tel franc-maçon, ministre de temps un tel franc-maçon de telle loge, la lettre du continent reçoit ça. Moi, je suis abonné à la lettre du continent. Oui. Donc, j'ai dit là-bas. Donc, j'affirme que tous qui sont là-bas appartiennent à cette confrérie. Et je ne suis pas là-bas. Je ne serai jamais là-bas. Moi, j'ai mes écorces. Hein? Je suis croyant africain. Comme mon grand-père, je l'ai trouvé. Il sait que Dieu existe. Et vous croyez que les écorces ne peuvent pas siéger dans cette affaire pour refaire le Cameroun? Bien sûr. Je crois qu'on va commencer à envoyer les abeilles aux gens. Ah oui, les abeilles. Ouais. Alors, dites-moi, les solutions sur le contentieux. Alors, les solutions sur le contentieux, c'était aussi simple que ça. D'abord, demander à l'administration fiscale de créer une vraie direction du contentieux. Elle n'existe pas. Non, il y a une cellule du contentieux. C'est une cellule. C'est 5 ou 6 bonhommes. C'est normal qu'il soit submergé. Quand on dit le ministre des Finances n'utilise pas des dossiers, vous comprenez. Mais c'est lui qui va signer. Voilà. Mais ceux qui traitent les dossiers, ils ne dépassent pas 10. Or, on devait créer une direction du contentieux si on veut mettre en place un véritable état de droit fiscal. Une direction du contentieux, comme on a créé pour le rendement de l'impôt, une direction des grandes entreprises. Même si pour moi cette création n'est pas achevée, parce qu'on devait quand même décentraliser cette direction, ne serait-ce que pour les déclarations et un certain nombre de petites formalités administratives qui n'obligeraient plus les contribuables à aller uniquement à Yaoundé. Bon, je passe. On devrait créer une direction du contentieux, où déjà ces questions d'inertie vont disparaître, où au moins le contribuable saisira in fine le juge avec une requête. Parce qu'on ne saisit pas le juge avec le silence. Le silence de l'administration, mais vous allez donc aller chez le juge pour dire que voici le silence de l'administration, je conteste le silence. Il faut bien un acte. Il faut que il faut qu'il se prononce, qu'il motive son rejet. Mais là, il n'a pas motivé son rejet. Mais si j'étais juge, je rejetterais, je donnerais raison à tous les contribuables qui présenteraient une requête avec le silence de l'administration, parce que pour moi, le silence, c'est l'absence d'arguments. Un expert fiscaliste, c'est quand même quelqu'un qui fait dans tous ces... Il peut avoir la jugeote de juger, permettez-moi la tautologie. Absolument, mais on n'a pas le pouvoir de le faire. On a peut-être la capacité, pas le pouvoir. Maintenant, au niveau du ministre des Finances, parce qu'on dit lorsque les instances inférieures, chef de centre régional, directeur des grandes entreprises, directeur général des impôts, chacun selon sa compétence sur le plan du montant du redressement, de l'AMR si vous voulez, en principal bien entendu, va donner son avis, eh bien, il faut que le ministre donne son avis. Mais malheureusement, la même loi dit, le ministre n'a pas d'avis à donner, il faut que le ministre renvoie le recours gracieux préalable chez le directeur général des impôts qui avait déjà dit non avant, ou qu'il réétudie pour lui. Donc là, d'office, on sait que ce serait la même réponse. Or, il existait par le passé un comité auprès du ministre qui était composé des inspecteurs des impôts aguerris, mais d'une compétence redoutable. Où on retrouvait également... Qui n'existe plus. Qu'on a dissous, que l'actuel ministre a dissous. L'actuel ministre, Alamine Ousmane, c'est lui? Mais c'est son nom, non? Oui, c'est lui. Je veux me rassurer. C'est lui, c'est son nom. Sauf si il y a eu remaniement ce matin. Sinon, c'est lui. Oui. Ce comité faisait un travail remarquable, un travail formidable. Parce que c'est ce comité qui instruisait pour le ministre. Et ce n'était pas une personne, c'était un groupe de personnes. Et ils auditaient le contribuable, argument contre argument, argument contre argument. Et celui qui présidait ce comité discutait avec ses pairs et il tranchait. Et toutes les réponses qu'il donnait, le juge les confirmait au cas où le contribuable s'entêtait à aller plus loin. C'est ça le boulot. C'est ça la réforme du contentieux dont on attend. C'est ça l'état de droit. L'état de droit fiscal. Ce n'est pas l'état du brigandage fiscal ou du terrorisme fiscal où on veut nous amener avec ce projet de loi de finances. Moi, je pèse mes mots. Brigandage et terrorisme fiscal. En fait, d'un côté, les brigands et d'un autre, les terroristes. Voilà.
bien entendu. Parce que à l'iniquité, on ne peut pas opposer la légalité. À l'illégalité, on oppose l'illégalité. On a l'impression que vous soutenez les brigands. Pas du tout. Ce que je soutiens, c'est la loi. Lorsque il y a... de parler, hein. Oui, bien sûr. Ce que je soutiens, c'est la loi. Lorsqu'on veut se servir de la loi pour fausser la loi, c'est ça que j'appelle la criminalité normative. Ah, là c'est notre concept. Alors. Voilà. C'est ça que moi, à la CAR, j'appelle la criminalité normative. On veut passer l'illégalité en légalité. C'est ça que je combats. Ce n'est que ça que je fais. C'est que ça que je fais que faire, même dans mes livres. Hein? Parce qu'il y a une absence de cour constitutionnelle, les gens se permettent de faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas, dans un projet de loi de finances, vouloir vous accaparer du pouvoir du juge. A priori, vous empêchez au juge de décider. A priori, vous bloquez son action. Et si on vous laisse faire, c'est que nous sommes là dans un état où tout le monde est aveugle, sourd et muet. Or moi, vous voyez que je parle. Absolument. Et je vous vois. Oui. Et j'entends les questions que vous me posez. Moi, donc je ne saurais être aveugle, sourd et muet. Je parle et je vous vois aussi. Ben voilà. C'est pour ça que je suis venu ici. Ah ben très bien. Trouver votre siège. Eh ben très bien. Un peu caché. Très bien. Docteur Alaka Alaka, c'est avec toute la convivialité possible qu'on va vers la fin de cette édition. Alors, les perspectives dans ce domaine? Dans le domaine fiscal, le Cameroun a un potentiel fiscal viable et fiable. Le Cameroun est en capacité de recouvrer en 2018 près de 6 000 milliards d'impôts légalement. Vous envoyez à 6 000 milliards 6 000 milliards. Peut-être même plus. Quelle est votre magie? Ce sera l'occasion d'une autre tribune, mais je vous dis que le Cameroun aujourd'hui peut recouvrer 6 000 milliards en une année au Cameroun. Avant même le mois de juin, en 6 mois on peut le faire. Et bien sûr, à une condition. Laquelle? Que de telles propositions soient acceptées. Ah, des propositions de recouvrement. Des propositions qui vont accentuer ce recouvrement soient acceptées. Et là, ce serait une bataille. Mais c'est une bataille que les légalistes peuvent gagner, ceux qui aiment ce pays. Et ce serait légalement, personne ne se plaindra. Or, aujourd'hui, on recouvre 1600, 1700 milliards, les gens se plaignent. Il y a plein de contentieux. Ça veut dire, un, on recouvre le contentieux. Deux, dans la structure des recouvrements, on ne nous dit pas à quoi correspondent les crédits TVA à rembourser demain, à quoi correspondent les crédits d'impôt qui vont être déductibles les années à venir, sur les 5 prochaines années. On ne nous dit pas ça. Oui. On nous dit on a recouvré tant. Mais ces chiffres, si on veut bien les relativiser, on n'a même pas recouvré 800 milliards. Mais excusez-moi, je vous vois toujours dans la posture d'un directeur des impôts, d'un directeur, en fait, d'un ministre des Finances, avec tous ces... Monsieur Iberiton, j'ai été formé avec l'argent de mon pays, avec les impôts, avec vos impôts. Oui. Et si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un des vôtres. J'ai été formé avec ça. Si on me demande de servir le Cameroun aujourd'hui, je poserai des conditions. La première, si c'est ce que vous appelez ministre des Finances, vous ne pouvez pas servir ce pays en étant simplement ministre des Finances. Un homme comme moi, il vous faut économie, finance, budget, plan, industrie et mines, ministère d'État. 3 mois, on met le Cameroun sur le TGV. J'ai dit 3 mois. 3 mois. 3 mois. 1 an. Vous croyez ce que vous dites? Je le pense même. Parce que le Cameroun est un pays riche. Même pas potentiellement riche. Mais sa richesse ne sert pas au pays. Sa richesse ne sert pas au pays. Docteur Alaka Alaka, on a plein d'autres émissions qui se sont annoncées là. Je crois que vous allez vous prêter encore à ce rendez-vous pour qu'on aille en profondeur. Bien sûr, je vous le promets, si Dieu veut. Parce que mon Dieu à moi,
c'est le Dieu qui est là-haut, le Dieu de mon grand-père. Ce n'est pas le Dieu qu'on m'oblige à croire alors qu'il n'entre pas dans ma tête. Quel Dieu? Il y a beaucoup de dieux. Regardez, il y a beaucoup de dieux. Moi, mon Dieu, c'est le Dieu de mes ancêtres. C'est tout. Le Dieu des chrétiens. Qu'est-ce que vous appelez chrétien? Dieu des croyants. Parce que si vous allez dans le cadre chrétien, il y a des chrétiens, des animistes, il y a des bouddhistes, il y a des almoravides, il y a des musulmans. Quel est le Dieu qu'on nous oblige à croire Les autres dieux que j'évoque là. Pourtant, il y a un Dieu, le Dieu des croyants. Parce que mon grand-père avait coutume de me dire, il y a là-haut quelqu'un qui a créé tout ça. Il faut croire en lui. Quand tu as des problèmes, il faut lui demander. Il va te donner. C'est ce Dieu-là. Merci. C'est un espoir pour le Cameroun? Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, le Cameroun, je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec la fiscalité, on peut créer 4 millions d'emplois. C'était notre débat. C'était notre débat. Alors, merci, docteur Alaka Alaka. Je vous en prie. Merci, beaucoup de convivialité et beaucoup de vérité. Tous les mois, nous aurons au moins une fois docteur Pierre Alaka Alaka pour aller aux profondeurs de la construction d'un positif du Cameroun par la fiscalité, par l'économie, car il nous l'a dit aujourd'hui. Un bon économiste doit d'abord être celui-là, un fiscaliste, sinon il est un littéraire. Madame, monsieur, c'est terminé pour cette édition de Le Monde ce jour. À 19h, c'est le journal en foulée. À 19h15 en Pidgin, à 19h30, fermeture de kiosque. À 20h, le journal en anglais, à 21h en français. Madame, monsieur, chers aimables téléspectateurs, bonsoir.